Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire à propos de la posturologie au service des patients 10. Alors voilà, bienvenue. Merci à ceux qui ont été patients parce que nous avons rencontré un gros problème technique en lien avec une connexion Internet qui n'est pas hyper efficace. C'est pas le lieu habituel où je donne mes webinaires. Et donc, voilà, on espère que la connexion Internet va pouvoir nous permettre de donner vraiment cette conférence. On est passé par un grand moment de déception, Georges. Mais là, ça va, on va y arriver. Alors voilà, je vais d'abord me présenter. Donc, je suis Anne-Charlotte de Clercq, je suis neuropsychologue. Voilà, bonjour Valérie. J'en profite pour dire que voilà, il y a un chat et vous pouvez poser évidemment toutes vos questions. Bonjour Sigrid. Bonjour à tout le monde. Voilà, vous pouvez vous poser vos questions en fait en direct et donc nous ferons notre mieux pour y répondre. Si on ne répond pas tout de suite à la question, mais c'est simplement que peut-être la réponse sera donnée au cours du webinaire, donc ne vous inquiétez pas, on ne vous oublie pas. Voilà, j'espère que tout va bien aussi au niveau technique. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Apparemment, oui. Oui? Ok, super. Bien. Donc voilà, comme je le disais, je suis Anne-Charlotte de Clercq, donc neuropsychologue. Et donc, évidemment, dans mon travail, on s'intéresse beaucoup aux troubles de l'apprentissage. Et donc voilà, pour la petite histoire, eh bien, plus ou moins un an après avoir commencé à travailler, eh bien, je me suis posé plein de questions à propos de ma capacité à aider en fait les petits patients. Donc évidemment, j'ai mis en place tout ce qui est adaptation scolaire, qui est vraiment essentiel, probablement la première chose à mettre en place. Mais j'avais vraiment envie de les aider. En fait, j'avais vraiment du mal à dire aux parents, à admettre moi-même que ben voilà, les troubles d'apprentissage, ça ne se rééduque pas. On doit vivre avec et puis c'est tout. Je trouvais que c'était très difficile à dire. Et donc, voilà, j'ai deux cousins en plus qui sont dyspraxiques et j'aurais eu encore plus de mal à dire ça à ma cousine. Et donc, voilà, j'ai cherché tout un tas de solutions. Et donc, je suis tombée sur un centre voilà, à Warem, le centre Attendis, où j'ai rencontré Annabelle, qui m'a parlé un peu de posturologie. Alors, c'est vrai qu'au départ, j'étais très, très, très sceptique, parce qu'on m'a toujours dit que c'était neurologique, point, ne te pose pas plus de questions. Et donc, ben voilà, petit à petit, mon esprit s'est ouvert. Et là, j'ai rencontré des gens très intéressants, comme Georges, bien sûr, et sa femme Stéphanie, et bien d'autres aussi. Et puis, ben voilà, j'ai décidé de reprendre des études. Donc, j'ai fait un DU, Perception, Action et Troubles d'apprentissage à l'Université de Bourgogne. Et c'est là que j'ai pu partager le banc avec Georges. Et donc, voilà, je laisse Georges se présenter, du coup. Oui, bonjour à tous. Donc, Georges Duhart, je suis podologue et posturologue. Mon parcours, globalement, il est un peu comme Anne-Charlotte. C'est quand j'étais jeune diplômé, je me suis posé des questions. J'avais des difficultés en cabinet, puisque tout ce qui était en rapport avec le pied, il n'y avait globalement pas de souci. Et puis, mais dès que ça commençait à monter au niveau cervical, là, j'avais déjà un peu plus de problèmes. Donc, par frustration, j'ai fait des premières formations, et notamment en posturologie. Donc, voilà ce qui m'a amené en posturologie. Par la suite, évidemment, on creuse. Et effectivement, on a fait donc le DU sur les troubles des apprentissages à Dijon ensemble. Voilà, donc ce DU, hein, je vois une question. C'est à l'Université de Bourgogne, en fait. C'est le DU Perception, Action et Troubles des apprentissages. Donc, c'est le docteur Patrick Kersia qui est le chargé de cours. Et je vous invite d'ailleurs à aller voir ces nombreuses vidéos-conférences qui sont postées sur YouTube. Vous tapez, voilà, docteur Patrick Kersia, posturologie ou plutôt proprioception, et vous tombez là-dessus. Parce que c'est vrai, voilà, en parlant posturologie, proprioception, au moment où j'ai diffusé l'information à Georges qu'on donnait cette conférence, j'ai la présidente de Sensoridis qui fait entre parenthèses un boulot exceptionnel. Voilà, cette association, je vous la recommande, Sensoridis, qui m'a dit attention, posturologie et troubles 10, il pourrait y avoir confusion. C'est vrai, hein, Georges, notre but, c'est pas de se dire si on remet le patient bien droit, des épaules bien nickel, il va lire plus facilement. Évidemment, là, c'est de la folie. Bon, on sait que les psys sont perturbés, Georges, mais quand même, pas à ce point-là. Non, 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 on parle vraiment plutôt de proprioception. Et c'est là, Georges, que je vais te laisser un petit peu définir tous ces concepts-là. Alors, dis-nous, qu'est-ce que la posturologie? Alors, il faut savoir qu'en règle générale, les premiers intervenants, quand on est face à un trouble des apprentissages, sont les logopèdes.
et les neuropsies. Et il y a de ça quand même quelques décennies maintenant, un médecin et un ophtalmo, en l'occurrence portugais, ont mis en place une approche un petit peu différente et complémentaire. Alors c'est vraiment complémentaire, il n'y a pas de substitution par rapport à la logopédie. Et ils partent du principe qu'il y a un problème de stabilité au niveau du corps. Alors, leurs patients, en règle générale, c'était à l'époque des dyslexiques, donc maintenant, aujourd'hui, eh ça concerne tous les enfants qui ont des troubles des apprentissages, mais chez le dyslexique, ils avaient vu qu'ils avaient un défaut de perception de leur corps au niveau de l'espace. À partir de là, la posturologie globalement un petit peu née, et ils ont commencé donc à vouloir faire l'étude de la stabilité. Bien, alors, avant de rentrer un petit peu dans les détails de la posturologie, on va faire un tout petit peu d'histoire. Il faut savoir que lorsque l'on s'intéresse un peu à la littérature, on s'aperçoit que l'intérêt pour l'équilibre ne date pas d'aujourd'hui. Alors, on peut remonter jusqu'à Aristote quand même, qui est en 332 avant Jésus-Christ. Et en fait, Aristote, lui, il a mis en lien... Oui. Il a mis en lien la vigilance et le tonus musculaire. Il s'est aperçu évidemment que pendant le sommeil, il y avait une baisse du tonus musculaire et donc il a commencé à parler de capacité à tenir debout. Par la suite, bien plus tard, Charles Bell, lui, dira « Il est évident que l'homme possède un sens par lequel il connaît l'inclinaison de son corps et qu'il possède l'aptitude à la réajuster et à corriger tout écart par rapport à la verticale. » Il faut savoir qu'à l'époque, lui et ses contemporains partaient du principe que une fonction égale un organe. Alors, la fonction tenir debout, fatalement, ils ont commencé à chercher quel était l'organe responsable de l'équilibre. Il y en a un certain nombre qui se sont penchés sur le sujet, notamment Flourens, qui lui a décrit que c'était le vestibule, Ronberg a dit que c'était l'œil, Longer les muscles nucaux, Heinde la peau plantaire et De Sion l'oculomotricité. Bien évidemment, il y a un certain nombre d'organes qui participent à l'équilibre, et c'est Virord, le premier, qui va dire que pour la fonction « je tiens debout », eh bien, il y a plusieurs organes qui interviennent. Par la suite, on a Baron, alors qui lui dira que l'équilibre, la stratégie d'équilibration suit la théorie du chaos. C'est-à-dire qu'un petit effet va donc créer de grandes conséquences. Par la suite, Pierre-Marie Gaget, qui est médecin, va essayer de mettre un peu d'ordre dans tout ça et va donc, lui, tout d'abord parler de l'examen du système postural fin. Le système postural fin, si on le met en parallèle avec l'informatique, on a une entrée, une boîte noire et une sortie. Évidemment, à l'entrée, on a tous les capteurs qui vont donc capter toutes les informations de l'environnement et interne. Tout ça, c'est transmis dans la boîte noire, donc le système neurocentral, et qui lui va traiter les informations, et ensuite il va y avoir une sortie, il va y avoir donc une modification, voire une modulation au niveau de l'équilibre. Pierre-Marie Gaget va donc mettre en place un examen clinique qui va être codifié pour que ce soit beaucoup plus simple pour analyser évidemment la stabilité des patients. Par la suite, le docteur d'Acunha, qui est donc portugais ophtalmo, lui parlera du syndrome de déficience posturale et il va donc décrire une symptomatologie qui est quand même très riche. Donc, il y aura un tableau avec tout un tas de plaintes. Il y aura également Philippe Villeneuve qui, lui, va développer toute la thérapie neurosensorielle. Alors, toute cette histoire, pourquoi? Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, grâce à Aristote, tu peux avancer. Voilà. Grâce à Aristote, on sait que pour tenir debout, il faut une tension musculaire. Grâce à Virord, l'équilibre est sous dépendance de plusieurs capteurs. Baron nous dira que les différentes parties du corps interagissent entre elles. D'Acunha dira qu'en cas d'un dysfonctionnement, on peut avoir une symptomatologie riche et que donc pour évaluer cette posture, on a besoin d'un examen clinique qui soit bien codifié. Alors ben voilà, Georges, tu nous as évoqué un petit peu l'existence de ce syndrome de déficience posturale. Voilà, syndrome, ça fait toujours un petit peu peur.
De quoi il s'agit? En fait, finalement, ben voilà, moi, en tant que neuropsychologue, j'ai essayé de faire le lien en fait entre les deux et de me poser la question, comme je l'ai dit en début d'intervention, ben, pourquoi les enfants 10, voilà, ben justement, on présente des troubles d'apprentissage. Pourquoi eux, qui sont en bonne santé, qui sont intelligents, c'est même un critère diagnostique, pourquoi ça leur arrive? Et puis, c'est quoi la proprioception? Parce que moi, j'ai eu un petit cours là-dessus, mais c'était assez bref. Hein, voilà, il y a eu peut-être une question à l'examen là-dessus, c'est un petit peu obscur. Et donc, ben voilà, le syndrome de déficience posturale, en fait, ça caractérise ben, toutes ces personnes qui ont des difficultés au niveau de ce sens, qui est la proprioception. Alors, c'est quoi ce sens? Eh bien, ce sens, c'est un petit peu celui de notre corps. En gros, le miroir qu'on a de notre propre corps. C'est un sens qui naît de tous nos muscles, en fait. C'est-à-dire que voilà, quand je tends ma main, eh bien, mes muscles informent mon cervelet, ben voilà, sa main, elle est comme ça dans l'espace. Ce doigt, le pouce, il est comme ça par rapport à l'autre. Voilà en gros ce qui se passe. Donc c'est un système qui fonctionne de façon complètement diffuse sans que j'en ai le contrôle. Donc ça, voilà, mon cervelet est informé. Grâce à ça, eh bien, il peut prédire aussi des mouvements que j'aurais envie de faire. Donc, mon cervelet peut se dire, ben voilà, elle, quand elle parle, elle a l'habitude d'utiliser plein de gestes. Donc, il faut que je me prépare. Je vais mettre beaucoup de tennis là parce qu'elle va l'utiliser. Donc, voilà, la proprioception, c'est super important. Et donc, si on a des soucis au niveau proprioceptif, eh bien, il va se passer plusieurs choses, à savoir plusieurs signes, puisque c'est un syndrome, plusieurs signes. Alors, on a des signes vraiment plutôt perceptifs. C'est les signes dont on va beaucoup parler aujourd'hui. En gros, c'est les patients qui ont des problèmes cognitifs. C'est assez logique de se dire ça parce que la proprioception permet plein de choses et normalement a des liens avec les capacités d'attention visuelle, par exemple. Il faut savoir que nous, les humains, nous sommes avant tout des animaux et donc nous sommes programmés pour survivre. Donc ça, c'est vraiment essentiel pour nous, pour notre cerveau. Et donc, ben voilà, dans notre champ visuel, il se passe plein de choses. Et donc, nous avons une rétine périphérique qui nous sert à dire, ah là là, attention, là, il y a quelque chose qui a un contraste qui est important avec le reste du décor, ça va vite, fais attention, c'est menaçant, prépare-toi à réagir. Donc déjà, mon attention fonctionne de façon sélective dans un but de survie pure. Voilà, ça fonctionne voilà, de façon très archaïque, très rapide, avant même que j'en prenne conscience. Donc là, ça se passe vraiment au niveau du colliculus supérieur. Ce qui explique voilà, pourquoi les enfants voilà, qui ont des troubles d'attention ben, voilà, ont souvent ce syndrome de déficience posturale. Alors l'hypothèse neurologique est aussi possible. Hein. On n'est pas ici pour dire que nous avons l'absolue vérité, Georges. C'est simplement que c'est une hypothèse qui est intéressante et qui est très étayée scientifiquement, contrairement à ce que j'ai déjà pu lire. Donc voilà, le syndrome de déficience posturale, ce sont des problèmes au niveau cognitif, des vertiges, en tout cas des difficultés à se repérer dans l'espace, ben logique. J'ai expliqué que la proprioception nous permettait de localiser les différentes parties de mon corps dans l'espace et plus généralement de me localiser moi dans l'espace, moi avec mon corps. C'est super intéressant de se dire ça. Que les patients dyslexiques, enfin visuels, hein, eh bien, ont souvent tendance à sauter des lignes. En tout cas, le regard n'est pas toujours très organisé. Eh bien, voilà, pour qu'on puisse voilà, avoir un bon système oculomoteur, être précis dans nos stratégies de regard, il faut avant tout que notre cerveau soit au courant de où se situe le globe oculaire dans l'orbite. Sinon, ça va être compliqué, évidemment, de proposer en retour un tonus musculaire approprié, quelque chose de bien coordonné, de souple. Donc voilà, tout ça s'explique. Si on a des difficultés au niveau proprioceptif, ben, clairement, ça peut engendrer des problèmes oculomoteurs, des problèmes voilà, de pseudo-vertige aussi, des problèmes donc, du coup à synthétiser les différentes informations sensorielles. C'est des patients qui ont souvent le mal des transports, d'ailleurs, parce que leurs yeux disent quelque chose et les pieds une autre. Alors, il y a aussi le type plutôt douloureux dans le syndrome de déficience posturale. Donc, c'est des gens finalement qui se plaignent de douleurs un peu partout. Si vous interrogez vos patients 10, vous verrez qu'ils vous disent qu'ils ont des cervicalgies, ils ont mal aux jambes, ils ont ci, ils sont là, ils ont parfois froid aux mains ou l'inverse, les mains sont moites. Enfin, voilà, il y a plein de choses.
C'est des patients qui sont souvent caractérisés de fibromyalgiques, en fait, avec le temps, parce qu'on se dit finalement, il se fait un peu beaucoup, un peu de partout, et puis nous, on trouve rien grand-chose, donc on va dire fibromyalgie. Ça ne veut pas dire que tout, c'est toujours un faux diagnostic, hein, mais il faut se méfier, en fait. Voilà, ça pourrait être un syndrome de déficience posturale, les maux de tête aussi après la journée à l'école et autres. Et enfin, tout ce qui est le type orobuccal en lien avec le sommeil. Donc là, évidemment, c'est pareil. Si je ne connais pas très bien ma bouche, eh bien, il va se passer plein de choses. Je risque de plutôt avoir tendance à respirer par la bouche. Et bon, s'il y a des logopèdes qui sont là, vous savez à quel point ça peut être un souci pour plein de raisons. Voilà, des patients qui se mordent plus souvent la langue, les joues, voilà, qui ont tendance à baver plus longtemps que d'autres. Et puis, des patients qui ont des problèmes de sommeil, évidemment. Parce que, vu que voilà, les lèvres ne sont pas bien fermées, il n'y a pas cette pression négative à l'intérieur du corps. Et donc, cette langue, elle ne peut pas être bien en haut. Donc, si vous êtes devant votre écran, vous pouvez faire le test. Normalement, si vous respirez bien par le nez, votre bouche est bien fermée, eh bien, normalement, votre langue se trouve au palais. Voilà, vous y êtes pour rien, c'est comme ça. C'est à cause de cette pression négative qui existe. Maintenant, essayez d'ouvrir les lèvres, mais ne serait-ce que d'1 millimètre. Et là, ça va être très rapide. Pouf, votre langue va venir s'écraser, en fait, vers le bas. Alors, quelque part, bon, ça peut sembler ne pas être un problème incroyable, mais évidemment, ces patients-là qui respirent par la bouche, même un tout petit peu, on l'a vu, ça compte. Eh bien, quand ils dorment, eh bien, cette langue n'est pas soutenue, elle va avoir tendance à s'écraser dans l'arrière-gorge. C'est ces patients qui ronflent, en tout cas, on les entend respirer, qui grincent des dents, qui sont très agités en dormant, comme s'ils voulaient éviter de basculer dans un sommeil trop profond parce qu'ils ont des sensations inconscientes d'étouffement. Et donc, vous savez très bien que le sommeil et les apprentissages, voilà, là, c'est super important. C'est vraiment pendant certaines phases de sommeil que tout ce qui a été mémorisé la veille se consolide. Évidemment, si on a un bon sommeil réparateur, on se sent aussi plus actif, c'est-à-dire plus concentré. Au niveau de la gestion de nos émotions, ça va aussi beaucoup mieux. Voilà. Ceux qui ont eu des jeunes enfants, qui dormaient pas bien, ou des bébés, hein, parce qu'un bébé qui fait sa nuit, c'est 5 heures. Le lendemain, évidemment, vous étiez très patient, Georges, très agréable, voilà, vous étiez partant pour gérer des conflits. Vous n'avez jamais, comme moi, pleuré devant votre porte d'entrée parce que la clé ne voulait pas rentrer, alors que c'était la clé de la voiture, sans vous en rendre compte, en persévérant, évidemment. Donc voilà, les problèmes là de sommeil, ça peut expliquer plein de soucis. Et entre parenthèses, c'est souvent beaucoup, beaucoup confondu avec le TDAH, évidemment. Alors, évidemment, c'est catastrophique parce que si on se trompe, ça veut dire qu'on se trompe évidemment d'indication thérapeutique, on passe à côté d'une solution. Alors voilà, en gros, les patients qui présentent des problèmes proprioceptifs majeurs, eh bien, souvent, ils se retrouvent dans le cadre du syndrome de déficience posturale et ils présentent les 4 signes. Mais évidemment, chez certains patients, ça va être beaucoup de signes de type cognitif perceptif. Chez d'autres, ça va être beaucoup de signes de type douloureux ou autre. Mais finalement, quand on interroge, eh bien, on trouve les 4 signes, mais à des degrés d'intensité différents. Entre parenthèses, vous pouvez télécharger sur le site dyslexie.fr, donc le site du docteur Kersia, un petit questionnaire qui reprend tous les signes en fait, du syndrome de déficience posturale. Vous pouvez compléter ça avec vos patients juste pour voir si ce qu'on dit a du sens. Parce que finalement, c'est vrai que moi, en tant que neuropsychologue, je n'avais jamais pensé à poser la question, tiens, est-ce que tu as le mal des transports? Tiens, le matin, est-ce que tu es un peu barbouillé? Tiens, est-ce qu'il grince des dents la nuit? Tout ça, sincèrement, j'en avais que faire, puisque je ne savais pas comment exploiter ces données. Pour moi, ça ne voulait... Enfin voilà, c'était pas tellement important par rapport à ce que je proposais. Aujourd'hui, je sais que ça a tout son sens. Alors justement, ça a tout son sens puisque je connais le syndrome d'Ehlers-Danlos. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est considéré comme maladie orpheline, en tout cas c'est génétique. Donc c'est des patients effectivement qui ont un problème au niveau du collagène de la peau, donc ça peut créer, pas chez tous les patients, mais des problèmes proprioceptifs. Et donc ils se retrouvent vraiment dans le cadre d'un syndrome de déficience posturale, mais puissance 1000, entre guillemets, donc très fort. Là, il y a un terrain médical, on sait l'identifier, tandis que le syndrome de déficience posturale, c'est un diagnostic un peu clinique. Là, on sait l'identifier avec des tests génétiques et autres. Et les études nous disent que ce syndrome de Ehlers-Danlos donne beaucoup de troubles d'apprentissage, à savoir en particulier la dyspraxie, ça semble logique, des troubles d'attention, le haut potentiel, l'autisme, d'accord ? Donc, allez vous renseigner. Évidemment, quand j'ai reçu des patients qui présentaient un syndrome d'Ehlers-Danlos, donc anecdote, l'année passée, un neuropédiatre m'envoie un ado de 14 ans qui présente un syndrome d'Ehlers-Danlos, donc le diagnostic est posé, et le neuropédiatre me l'envoie pour faire une prise en charge au niveau du trouble d'attention.
Et donc, voilà, j'interroge cet ado et dès la première séance, ben, évidemment, je comprends ce qui se passe. Il me dit, ben, en fait, tu sais, moi, j'ai beaucoup de mal à me concentrer parce que j'ai l'impression d'être toujours en feu à l'intérieur. J'ai toujours l'impression d'avoir de la fièvre et parfois c'est très fort et je me sens mal, j'ai même du mal à respirer. Et donc, j'arrive plus à me concentrer sur mon cours de maths. Ah, ok. Évidemment, la proprioception gère aussi la température corporelle notamment. Bah, est-ce que vous pensez du coup que c'était très indiqué que je vois cet ado en prise en charge neuropsychologique? Bon, je pense que la réponse est évidente, c'est évidemment non. Par contre, voilà, c'est un syndrome qui est très méconnu, en particulier des neuropédiatres. Donc, évidemment, j'ai refusé de le prendre en charge et je lui ai proposé d'autres choses, une prise en charge, évidemment, comme celle dont on va vous parler aujourd'hui. Alors finalement, la posturologie, de quoi il s'agit? Alors, on en revient à Pierre-Marie Gagé. Donc, il parlait du système postural fin. Donc, c'est un système de contrôle très fin automatique des oscillations. En réalité, quand on est debout, on oscille d'avant en arrière, de gauche à droite. C'est comme si on avait un pendule inversé, évidemment avec un point fixe, qui est donc le pied. Okay. Ces oscillations globales représentent à peu près 4 degrés, donc ça n'oscille pas énormément, mais suffisamment pour aller créer des troubles. C'est là? Oui. Pour Pierre-Marie Gagé, le pied est considéré comme la partie stable et le reste du corps étant mobile autour de lui. Pour Philippe Villeneuve et Sylvie Parpé, une défaillance du pied, qu'elle soit biomécanique ou neurosensorielle, peut perturber la stabilité de la tête et par conséquent celle du regard. Donc le système postural tourne autour du pied. Le pied, il a un rôle de capteur, bien entendu. Il participe au maintien statique et il va assurer également la dynamique. Alors, oui, tu peux dire. Donc la posturologie, c'est l'étude donc, de ce système-là. Ça va être l'étude de la régulation posturale, de sa stabilité et de son orientation. Alors, grâce à Virord, on sait maintenant que cette fonction d'être debout est sous influence de plusieurs capteurs. Alors, bien évidemment, on a l'œil, le vestibule, donc l'oreille interne, la plante du pied, la proprioception et la viscéroception. En pratique, en tant que posturopodiste, alors ça, il y a plusieurs. Pour moi, ce sont les posturoconscients. Joli. T'as vu, hein, c'est chouette, hein, posturoconscient. Ouais, c'est bien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les podologues, ça peut être un ophtalmo, ça peut être un dentiste, ça peut être une neuropsy, donc des logopèdes. Et donc, ils vont chercher à reprogrammer le système postural par l'une des entrées. Si je prends le cas, par exemple, des ophtalmos, ils vont donc intervenir par le biais des lunettes, bien entendu, en mettant des prismes. Si je prends le cas des dentistes, ils vont pouvoir mettre dans la bouche des micro-stimulations, au même titre que les miennes, sauf que les miennes sont au niveau de la plante du pied. Donc lui, il va les mettre au niveau des dents, les coller, ça peut être devant, derrière, en haut, en bas, pour amener une stimulation au niveau de la bouche. Bien évidemment, en tant que podologue, mon entrée privilégiée, c'est le pied, et je vais donc placer les éléments sous le pied, et donc évidemment, mon outil, c'est la paire de semelles. Comment ça fonctionne? C'est pas bien compliqué. On va interposer entre la plante du pied et le sol tout un tas d'éléments, donc là, pour venir modifier la perception que l'on a. À partir de là, comme on modifie la perception, il va y avoir une modulation au niveau postural. En fait, voilà, c'est pas du tout des semelles orthopédiques, parce que, ben, voilà, observez aussi vos patients qui posent leurs pieds, entre guillemets, mal. Voilà, c'est toujours vers l'extérieur, vers l'intérieur. En tout cas, voilà, c'est jamais très stable. Demandez-leur de se tenir en équilibre sur un pied. Pour les dyspraxiques, évidemment, ça risque de très mal se passer, mais aussi pour les enfants hyperactifs qui marchent souvent sur la pointe des pieds ou qui marchent plutôt vers l'intérieur du pied. Peut-être pour deux raisons, Georges. Parce qu'effectivement, marcher sur la pointe des pieds, ben, ça nous déstabilise. Ça a tendance à nous projeter vers l'avant. Un petit peu quand nous, les femmes,
On se dit, voilà, on va faire Beyoncé, on va mettre des talons, des talons de 12 cm, on va se faire une petite frayeur parce que ça a l'air super dans le magasin. Et puis, on va passer la soirée à piétiner et finalement à gigoter. On ne va pas pouvoir rester en place longtemps quand on nous parle. On va aller d'un pied à l'autre, bon, aussi parce que ça fait un peu mal, mais parce que là, ça compromet en fait tout notre équilibre et donc on va chercher une stabilité plutôt dans l'activité. C'est quand on s'arrête qu'on est en difficulté. Alors pourquoi je disais que les enfants hyperactifs marchent souvent aussi comme ça vers l'intérieur? Ben, peut-être parce qu'ils ont conservé un réflexe en fait. Et donc ça, Georges va en parler tout à l'heure, du réflexe peut-être de Babinski. Ok, donc voilà, ici l'idée c'est vraiment de travailler au niveau sensoriel, mais pas du tout au niveau mécanique. Un orthopédiste qui verrait ceci, ben, il essaierait de redresser, a priori sans se dire ben, peut-être que le patient fait ça parce qu'il essaie de compenser quelque chose en fait. Donc on n'est pas du tout dans quelque chose de fonctionnel à ce moment-là. Les effets, les semelles, des éléments, alors il y a des travaux qui ont été faits il y a quand même déjà pas mal de temps, qui ont été faits par Cavonidias et Roll. Un exemple, donc je ne sais pas si on va avec la souris. Oui. Non, reviens en arrière. Si tu bouges là, ok, oui, ici. Donc voilà, ici, cet élément qui est là en bas, c'est un élément que l'on place plutôt à l'avant du pied, et on va remarquer que le centre de gravité va reculer. Donc en fait, en mettant un élément à l'avant, on va faire basculer le patient vers l'arrière. Alors bien évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, les oscillations globales sont de 4 degrés, donc il va reculer, mais voilà, c'est infime et c'est difficilement perceptible. Mais ça va diminuer, donc surtout dans ce cas-là, toutes les tensions qui peuvent apparaître, notamment au niveau du plan postérieur, donc c'est-à-dire à l'arrière, entre l'occiput, donc la base du crâne, jusqu'au pied. Pierre-Marie Gaget a donc bien codifié son examen clinique. Donc il y a plusieurs parties. Oui, vas-y. Non, c'est pour répondre. C'est pour dire que oui, vous aurez la présentation plus tard. Une fois que ce sera terminé, vous recevrez un lien vers le replay. Et on parlera bien sûr des réflexes primitifs, archaïques, tout à l'heure. Donc plusieurs parties, évidemment, il y a l'anamnèse, je passerai dessus. Il y a l'examen morphostatique, donc le patient il est statique. Donc je vais être bref sur l'examen clinique. On va regarder toutes les inclinaisons, toutes les déviations, que ce soit d'un point de vue global, donc assez éloigné du patient, puis aussi au niveau segmentaire, donc la ceinture scapulaire, au niveau de la tête, aussi la position de la tête, au niveau pelvien. Donc globalement, les pieds, bien entendu, genoux. Donc voilà, on fait vraiment le tour, on fait un check, on fait une checklist en fait de toutes les hypertonies que l'on peut déceler. Bien entendu, après, il y a un examen dynamique. Et notamment, il y a un examen en posturologie qui est globalement l'examen de référence que l'on appelle l'analyse posturodynamique. Donc là, on va s'appuyer sur les lois biomécaniques de Lowet en 1907, ce sont les lois biomécaniques au niveau vertébral. On va donc simplement aller vérifier s'il y a des hypertonies au niveau cervical, au niveau thoracique, au niveau lombaire, et puis globalement au niveau de l'arc inférieur, donc entre le bassin et le pied. On va tout simplement demander au patient de faire une haltéroflexion. Donc, il va s'incliner sur le côté et on va placer nos mains à ces différents niveaux-là et on doit s'attendre évidemment à une réponse physiologique. La réponse physiologique, en règle générale, si je prends le cas au niveau lombaire et thoracique, quand on se penche à droite, on va avoir une rotation gauche. Donc, je m'explique. On se penche à droite, globalement, la face antérieure du tronc va se tourner vers la gauche. Ça, c'est vrai au niveau thoracique, c'est vrai également au niveau lombaire. On le retrouve également au niveau de l'arc inférieur. En revanche, au niveau cervical, il y a une petite spécificité puisque les cervicales basses et les cervicales hautes ne fonctionnent pas dans le même sens. En haut, les cervicales hautes vont fonctionner comme au niveau thoracique et au niveau lombaire. En revanche, les cervicales basses, c'est l'inverse. Ce qui fait que lorsque le patient incline uniquement la tête, comme les rotations sont opposées, automatiquement, on a une inclinaison qui est pure, sans aucune rotation. Bien évidemment, si on retrouve une rotation au niveau cervical, c'est qu'il y a une dysfonction.
S'il n'y a pas de rotation pour le reste, c'est qu'il y a également une dysfonction. En fait, c'est ce que j'explique aux gens, parce que moi, voilà, il faut se dire que les gens viennent me voir pour faire un bilan cognitif, pour poser des hypothèses diagnostiques, et donc, ben voilà, je fais ce genre de test. Alors, je leur explique simplement que, effectivement, avoir de l'équilibre, c'est super important pour notre survie, voire prioritaire, évidemment. Puisque je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes ici pour ça. Et donc, qui dans notre cerveau gère la survie, c'est notamment le cervelet. Pour prendre des décisions très, très efficaces, c'est-à-dire rapides pour nous tirer évidemment de situations compliquées. Donc, l'équilibre du corps, c'est d'imaginer que voilà, on a un centre de gravité un peu en dessous du nombril, et donc on imagine que c'est comme si on avait un fil à plomb en fait qui partait de là, en dessous de notre nombril, et qui arrive entre nos pieds. Tant que ce fil reste à l'intérieur, ben, a priori, ça marche, on tient debout. Voilà. Mais donc, qu'est-ce qui se passerait effectivement si je penchais la tête? Ben là, mon fil à plomb, normalement, n'est pas gêné. Mon cervelet, du coup, va proposer quelque chose qui est économique pour moi. Il ne faut pas que je me foule pour avoir du résultat. Toujours faire le moins possible, mais le mieux. Et donc, effectivement, faire une rotation comme ça, c'est quelque chose qui est très complexe à proposer. C'est un peu énergivore, donc normalement, le cervelet ne doit pas le proposer. Mais effectivement, si moi, en tant que thérapeute, j'observe ça, je me dis, ah ok, si son cerveau prend la décision de proposer ça, c'est que l'équilibre, déjà rien qu'en statique, c'est pas fabuleux. Alors si on lui demande de faire, enfin voilà, de faire un peu de mouvement, là, oulala, il est très gêné. Donc ça veut dire que l'équilibre, c'est notamment pas génial, etc., etc. Par contre, si j'incline la tête et je me penche, ben là, évidemment, mon fil à plomb va commencer à se déplacer pour qu'il reste à l'intérieur. Là, ce qui est économique à proposer par mon cervelet, c'est que mes épaules rentrent un petit peu vers l'avant avec mon bassin. Donc là, c'est intéressant de le faire. Mais effectivement, moi, en tant que thérapeute, si sur mon patient, je vois autre chose, des mouvements inverses, ou alors de rester bien droit, donc du coup, un peu limité, là, ok, c'est qu'il y a un souci, on va dire. Alors, comme je vous ai dit, l'équilibre, c'est important en fait pour mon cerveau. C'est vraiment la base de la base pour la survie. C'est important aussi de pouvoir manger, boire et autres. Et donc voilà, tant que ma survie n'est pas, enfin voilà, que tout n'est pas au point au niveau de ma survie, eh bien je ne peux pas faire autre chose. C'est un petit peu comme si je vous emmenais voilà, à la conférence ici. Imaginons que l'un d'entre vous a très faim. Voilà, il a oublié de prendre son sandwich, mais il a quand même envie d'être là pour nous écouter. Ben, il vaut quand même mieux grignoter parce que vous allez avoir de plus en plus faim, voire soif. Et à un moment, eh bien, vous n'arriverez plus à vous concentrer parce que là, votre cerveau va dire Mayday, Mayday, il faut que tu manges, il faut que tu boives parce que là, pour ta survie, c'est pas possible. Et donc, vous n'allez plus pouvoir utiliser cette partie-là de votre cerveau qui gère les fonctions supérieures et donc vous concentrer sur ce qu'on vous dit, qui est évidemment compliqué quand même. Donc là, pareil, pour un enfant qui aurait un résultat qui n'est pas fabuleux à ce test posturodynamique, donc ça veut dire notamment, parce que ça veut dire aussi plein d'autres choses, hein, bien sûr, que son équilibre, c'est pas génial, enfin c'est un peu compromis, c'est pas super, eh bien on peut imaginer que cet enfant, ben voilà, son cervelet dit, ben, je sais pas faire, je fais ça, ou je vais essayer autre chose, mais en tout cas, ben voilà, il n'est pas sûr de son coup, c'est pas génial, et donc il peut pas utiliser cette partie de son cerveau qui le sert à se concentrer. C'est vraiment comme si vous étiez sur cette fameuse diabolique bombe en gym. Vous vous en souvenez de cette bombe. Voilà, vous essayez de maintenir un équilibre, vous n'êtes pas très stable. À ce moment-là, si une copine vient vous dire « Ouais, il y a Kevin, il te regarde et tout, c'est trop bien ». Oui, bon, voilà, c'est un bon exemple. Enfin, moi, je m'en souviens, c'était pas Kevin, mais évidemment, si je regarde ma copine et je commence à dire ben, évidemment, je tombe. Je peux pas. Je suis en situation un peu de double tâche. Ah, tiens, double tâche. Ça fait fort penser aux troubles 10. Alors, Georges, pour ton examen clinique, qu'est-ce que tu proposes d'autre? Attends, non. Juste, alors, point de vue technique, on peut avoir recours au laser, on peut avoir évidemment utilisé un fil à plomb. Maintenant, c'est une appréciation que l'on recherche et bien souvent, l'œil suffit du thérapeute. L'avantage également de l'analyse posturodynamique, c'est que c'est un test qui est reproductible et donc évidemment d'une consultation sur une autre, on va pouvoir évaluer l'efficacité et l'évolution au niveau postural. Donc évidemment, le patient, il reviendra récupérer ses semelles, il va les porter pendant quelques mois et là, on va recontrôler. Et bien évidemment, on va pouvoir analyser d'une fois sur l'autre, est-ce que c'est rentré dans l'ordre ou pas, ou une partie. Juste une petite vidéo. C'est toujours le suspense, hein, la vidéo. Ça marche pas?
Pas de vidéo. Alors. Ah non, c'était pas celle-là. C'est Non. celle d'avant. Mais c'est pas grave. Bon, voilà, pas de vidéo. Je sais pas. Mais bon, je l'ai bien montré, hein, Georges. Oui. Voilà, pardon. Dis-moi. Ok. Évidemment, il y a d'autres tests. On va faire la rotation de la tête également, voir s'il y a une limitation. Merci beaucoup, Anne-Charlotte. Et puis, on a toute une batterie de tests. Alors, je vais en citer que quelques-uns. On a également les chaînes stabilisatrices. Donc là, on va essayer de contrôler la stabilité pelvienne. Donc, normalement, le bassin doit rester d'aplomb. Lorsque l'on n'est que sur un pied, bien évidemment, ça a son importance en appui unipodal et pendant la marche. Si le bassin ne reste pas à sa place, automatiquement, et s'il a tendance à dégringoler vers le bas, on va devoir encore mettre en place d'autres compensations pour pouvoir passer le pas correctement. C'est un test super intéressant ça, parce que vous l'avez sûrement déjà remarqué, et donc maintenant vous savez qu'il y a un lien. Beaucoup de patients 10 font aussi encore souvent pipi la nuit, en fait, s'ils ont des problèmes d'acquisition de la propreté. Alors à la fois pour des problèmes proprioceptifs, parce qu'ils n'ont pas une bonne conscience de leur corps, et donc voilà, tout ça se fait pas sans un contrôle, une conscience. Mais aussi, ben voilà, on sait ce qui est déterminant voilà, pour acquérir la propreté, c'est un bassin bien stable. On le dit d'ailleurs, c'est plus ou moins vers 2 ans et demi qu'un enfant voilà, stabilise son bassin, sauf si je me trompe. Mais en tout cas, c'est à ce moment-là où il peut descendre et monter sans problème les escaliers à la maison sans devoir trop se tenir, en fait. Donc, s'il est capable de se faire ça, les parents, c'est le bon moment pour commencer à essayer d'apprendre la propreté. Et donc, voilà, il y a évidemment un lien logique pour nous qui travaillons au niveau de la proprioception entre des troubles 10 et éventuellement des problèmes de propreté, parce qu'on est dans le cas d'un syndrome de déficience posturale, évidemment. Et donc là, ce test, moi, m'indice, je sais plus ou moins dire, tiens, est-ce que la propreté, c'est véritablement acquis ou pas? Si je considère qu'un patient qui doit, à 12 ans, qui doit penser aller aux toilettes régulièrement, sinon, il est acquis, puisque ça doit se faire spontanément. Un autre test, alors en posturologie. C'était tellement bien. Quelle horreur. Oh, c'est dommage, hein. Mais c'est bien. Oui. Nous vous revoici. Voilà, je vous avais prévenu que notre connexion Internet n'était pas très très bonne. Donc là, tout va plus ou moins bien. Donc voilà, pendant que Georges reprend, moi je vais essayer de vous remettre le PowerPoint en même temps. Ne vous inquiétez pas, on sera toujours là. Voilà, Georges. Donc tu en étais aux différents tests qu'on utilise. Oui, il y a quelques tests, quelques exemples. Le test de Romberg également. En posturologie, on l'appelle comme ça, mais il ne faut pas le confondre avec le test de Romberg médical qui avait été décrit par Romberg, qui en fait mettait en évidence des atteintes neurologiques. Là, c'est un test qui a été validé par Pierre-Marie Gaget, encore ce monsieur, et qui permet en fait d'apprécier la qualité de l'équilibre proprioceptif du patient. Bien entendu, comme l'analyse posturodynamique, ce sont des tests que l'on peut refaire finalement d'une consultation sur l'autre, et ce qui nous permet également de vérifier l'évolution du traitement, enfin, de leur équilibre. Prochaine dia, voilà. Autre chose, ce sont les épines irritatives d'appui plantaire. Donc parfois et souvent, c'est le cas, la plante du pied est le siège de lésions douloureuses. Alors, les épines irritatives, ce sont finalement des zones nociceptives, conscientes ou non, mais dès que l'on se met en charge, viennent parasiter le tout. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir une mauvaise perception, ça va venir perturber évidemment les appuis, le fonctionnement du pied, et donc évidemment, on va commencer à compenser. Donc on va essayer de les rechercher pour ensuite les neutraliser évidemment avec la paire de semelles. En fait, voilà, moi c'est quelque chose que je connais très bien. Donc voilà, je suis la patiente de Georges. C'est dire s'il s'occupe bien de moi, on voit un peu l'état de... voilà, nickel. Voilà, en fait, donc moi j'ai connu ça, voilà, des épines irritatives
franchement, ça porte très bien son nom. J'avais vraiment l'impression qu'il y a un maniaque qui était en train de m'enfoncer des aiguilles là, dans les pieds. J'avais jamais pris conscience de ça. Donc, il a fallu qu'on appuie pour que là, c'était horrible, c'est-à-dire que je peux tout avouer. C'est vraiment très, 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 très douloureux. Et donc voilà, c'était vraiment ici, plutôt là à l'intérieur de mon pied. Et donc forcément, ben voilà, mon cervelet, lui, il est bien au courant de tout ça. Et donc à un moment, ben, lui cherche des solutions pour à la fois prendre en charge mon équilibre, puisque c'est sa priorité, mais aussi ne pas me faire mal. C'est aussi notre priorité pour la survie. Et donc du coup, ce qu'il propose, c'est ceci. Alors, ben voilà, j'ai jamais vu le lien, enfin moi, avec mes semelles qui s'usent sur les côtés et mon caractère un peu artiste, bien sûr, puisque si je suis neuropsy, c'est qu'il y a des raisons. Les problèmes attentionnels, j'ai bien connu, je peux parler au passé, parce que effectivement, ben voilà, en vieillissant, je suis toujours jeune, bien sûr, très jeune, bien sûr. Ben, en vieillissant, j'ai commencé à avoir de plus en plus mal, en fait. Et cette douleur, elle remontait au genou, au genou, et puis au dos, et puis jusqu'au cervical, et puis voilà, ça n'allait plus du tout. Une fatigue qui devenait un petit peu chronique. C'était vraiment pas évident, et donc voilà, aujourd'hui ça va vraiment beaucoup mieux. Évidemment, ça crée beaucoup de problèmes d'attention, puisque ben voilà, pendant, je l'ai expliqué tout à l'heure, pendant que mon cervelet il essayait péniblement de trouver une solution pour à la fois me soulager de mes douleurs, en même temps gérer mon équilibre. Bref, c'était l'un ou l'autre, il ne trouvait pas d'idée. Ben donc voilà, il était occupé à chercher, donc c'était lui qui prenait toute la place, et je ne pouvais pas en même temps me concentrer sur ce qu'on me disait, avoir de l'équilibre. Voilà. Je peux poursuivre? Oui. Il n'y a pas de chance au niveau technique, c'est super. Qu'est-ce que tu as fait, Georges? Rien du tout. Non. Alors, bien entendu, on poursuit évidemment l'analyse au niveau postural et on va évidemment analyser la marche. On va essayer d'apprécier donc le déroulement, le pas, la position sur tous les niveaux, les balancements des bras, la position de la tête. Ça donne tout un tas d'indications également. Le champ... Ah non, c'est pas moi ça. Ah voilà. Mais donc, ici, on a beaucoup parlé du pied. Alors, tous les patients n'ont pas de difficulté comme j'en avais, voilà, à ce niveau-là. Georges vous a dit qu'il y avait plusieurs capteurs en fait qui existaient. Il vous a parlé notamment tout à l'heure de microstimulation, par exemple au niveau de la bouche. Alors de nouveau, comment ça marche? C'est vraiment un travail au niveau sensoriel. Donc concrètement, si je reprends mon exemple de tout à l'heure, j'ai un patient qui respire par la bouche, donc sa langue est plutôt basse. Il y a des grandes chances qu'il y ait une malocclusion, donc c'est un patient qui est un bon candidat pour de l'orthodontie. Eh bien, voilà, la logopède va essayer de retravailler au niveau des praxis et tout ça, mais dans une majorité de cas, si elle travaille uniquement par de l'entraînement, ça va être compliqué, en fait, voilà, parce que le patient, il va très bien pouvoir limiter le temps de la séance, parce qu'il va utiliser cette partie du cerveau pour le faire, la conscience. Mais une fois sortie du cabinet de la logopède, même si elle a très bien travaillé, eh bien, tout redevient comme avant, évidemment, parce que ce n'est pas cette partie-là du cerveau à gérer ça. C'est ici, à l'arrière, parce que normalement, ça doit être quelque chose d'automatique, en fait, sans qu'on y mette la conscience. Alors, à ce moment-là, on peut soutenir le travail logopédique en travaillant avec voilà, des microstimulations. Donc, concrètement, on va aller coller du composite de dentisterie. Donc, ça ressemble à une goutte de colle. Hein. Ça n'a rien de sorcier. C'est un peu bleuté pour qu'on puisse voir que c'est toujours bien là. C'est évidemment indolore. Et on va aller coller ça sur à des endroits stratégiques dans la bouche. On va servir des dents comme d'un support. Les dents, pour nous, c'est pas tellement... Voilà, c'est un support. Et donc, on va essayer de travailler via les réflexes en fait, que nous avons dans la bouche. Je donne un exemple. Quand on mange des fruits rouges, en fait, voilà, des fraises, si on a un grain de fraise qui vient se coincer entre nos dents, là, c'est irrésistible. On va avoir envie d'aller avec notre langue, le retirer. On va passer la soirée dessus s'il faut. Par contre, évidemment, si on a une grosse feuille de salade sur les dents, si j'ai pas Georges qui est sympa, qui me le dit, je vais passer la soirée entière avec ce truc. Donc, voilà, c'est vraiment pourquoi je voulais donner cet exemple. Ben, pour dire, ben voilà, je vais me servir des alpes un peu comme ce petit grain de fraise, en fait. Enfin, les alpes, les microstimulations.
Et donc, ben voilà, pour essayer de donner des indices à la langue, on va plutôt là, ou aux lèvres d'ailleurs, puisqu'on a bien vu, c'était plutôt la continence des lèvres, donc avoir les lèvres bien fermées qui était décisif ici, qui était l'essentiel. Voilà, donc c'est pour ça que c'est quelque chose de très très petit, très très fin, c'est volontaire. Si je mets quelque chose de gros, eh bien ça éteint le système. Du coup, mon cerveau ne le prend plus en compte, tout comme cette feuille de salade. Donc c'est pareil pour les semelles que propose Georges. On va mettre 3 mm d'épaisseur maximum parce que si on met plus, de nouveau, c'est pas pris en compte. En fait, le cerveau se dit, bon, c'est pas tellement important, donc je ne le prends pas. Nous, ce qu'on veut proposer, c'est voilà, une stimulation, que quelque chose se remette en place, provoquer des petits changements de façon tout à fait douce et dans le but voilà, qu'à un moment le patient puisse se débrouiller sans évidemment ces semelles, ces microstimulations, ces prismes. Donc l'efficacité des prismes, c'est aussi là, ça agit au niveau de la rétine périphérique. Et donc, c'est une rééducation en tant que telle. On ne porte pas ça toute sa vie. Tout comme, voilà, ici, voilà, je suis myope. Si je retire ma lentille, bon, là, évidemment, ça ne va pas le faire. Donc, ici, les prismes, ce n'est pas du tout la même action. C'est vraiment pas du tout au niveau de l'acuité. C'est vraiment au niveau d'informer les muscles des yeux, à savoir en particulier le grand oblique, d'informer la rétine périphérique qu'il se passe des choses. Donc, c'est de l'information. On travaille vraiment au niveau sensoriel. Alors, ben voilà, j'ai déjà parlé de ce syndrome de dispersion orale. Donc, voilà, au moment du syndrome de déficience posturale, donc ce n'est pas quelque chose de supplémentaire, c'est juste ce que je vous ai dit. Dans le syndrome de déficience posturale, les patients ont tous les signes, mais chez certains, c'est plus des signes cognitifs, plus des signes musculaires, plus des signes vertigineux et pseudo-vertigineux et tout ce qui est spatial. Et il y a évidemment tout ce qui est orobucal en lien avec le sommeil. Et donc, chez les patients qui ont beaucoup ce dernier type de signes, eh bien, on appelle ça le syndrome de dispersion orale. Pour les logopèdes ou toute personne qui s'intéresse beaucoup à ça, les neuropsies et les autres, c'est vrai qu'on parle toujours de ces deux métiers, mais les psychomotriciens, les ergothérapeutes, les psychologues, parce qu'on a dit que voilà, un bon sommeil, c'est aussi une meilleure façon de gérer, de moduler ses émotions, souvent. Je vous conseille le livre de Patrick Kersia et de Monsieur Marino qui s'appelle Œil et bouche, en fait, que vous trouvez facilement en librairie ou sur Amazon, un livre rouge. Voilà. Vous tapez Patrick Kersia dans Amazon et vous trouvez ses dernières publications. C'était très intéressant, en fait, ce livre. Très bien expliqué et il reprend notamment certains tests dont vous a parlé Georges. Alors, ici, voilà, je voudrais juste revenir un petit peu sur le capteur au niveau des yeux. Simplement, si vous ne connaissez pas encore bien la posturologie, que vous êtes encore un peu sceptique, ce que je comprends, je l'ai été pendant un moment, faites des petits tests avec vos patients. En fait, les patients dyslexiques ou qui présentent une dyspraxie constructive visio-spatiale, ou voilà, il y a des problèmes en fait au niveau oculomoteur, on le suspecte. Et bien simplement, vous prenez la pointe de votre crayon, de votre bic, donc c'est important que ce soit fin. Vous mettez le patient debout à 4 mètres de vous plus ou moins, vous lui demandez de bien fixer uniquement la pointe. Et donc, vous lui expliquez que vous allez vous approcher en fait de lui et que vous allez juste observer voilà, et savoir si les yeux font bien le travail. Donc, vous regardez bien le blanc ici à l'intérieur de l'œil. Évidemment, plus vous vous rapprochez, plus le patient doit avoir l'impression de loucher, puisque voilà, il va faire un petit effort pour bien converger sur la cible. Prévenez votre patient à l'avance. Vous dites, voilà, si au fil du test, tu vois tout flou, si tu vois 2 fois, si ça tire très fort, tu as envie de pleurer, ça pique, voilà, eh bien, plains-toi. Donc, vous avancez. Et donc, en général, vous allez observer des petits soucis, un petit peu là comme sur la photo. C'est-à-dire peut-être des moments où ça va très bien, puis un moment où ça bloque, puis oups, ça redémarre. Ou alors un œil qui fait bien son boulot et pas l'autre. Enfin voilà, vous allez voir des petits trucs comme ça. Donc, il est évident que si vous êtes une logopède et que vous allez chercher à travailler la lecture chez ce patient, ça va être compliqué en fait. Vous allez probablement l'aider à compenser ce qui est utile, bien évidemment. Mais ça peut être chouette de se dire, bah, tiens, et est-ce que je travaille au bon niveau? D'accord? Est-ce qu'il n'est pas trop tôt? Alors pour ça, on fait tout un tas de tests. Nous, en posturologie, pour essayer de voir d'où vient le souci, au niveau de quel capteur. Et puis, on travaille avec des thérapeutes manuels et on essaye de réharmoniser en fait ce système postural plutôt fin. Et donc, voilà, on installe un terreau propice aux apprentissages. Et donc, voilà, j'ai parlé de tout ça. Et donc, voilà la question que la logopède, la neuropsy, l'ergo, la psychomotricienne, le psychomotricien, il y a aussi des hommes, doit se poser. Tiens, moi, à mon niveau, je travaille où?
Donc, moi, j'ai essayé de symboliser ça via une pyramide. On pourrait dire que c'est un petit peu comme l'iceberg. Finalement, on a tout au-dessus, le niveau 4, c'est ce qu'on observe. C'est l'enseignant qui dit il a du mal à se concentrer à l'école, la lecture, il galère un peu, etc. Ok, donc c'est quelque chose qui est observable. Et puis, on a le niveau 3. Là, on a les thérapeutes qui viennent intervenir, qui essayent de dire, bah oui, effectivement, il y a des difficultés en lecture. Oui, effectivement, il a du mal à se concentrer. Tiens, il y a un ensemble de signes qui laissent penser que c'est un trouble d'apprentissage. En dessous, vous avez tout ce qui est les réflexes archaïques, on va dire. Donc là, Georges, ce serait chouette que tu nous en parles un petit peu de ces réflexes. Qu'est-ce que c'est? On avance sur, oui, sur mon programme. Les réflexes archaïques, c'est... Attends, est-ce que j'en suis moi? Oui, je peux te l'expliquer si tu veux. En fait, mais voilà, comme je vous l'ai dit, moi, je me suis posé plein de questions sur mes patients. Oui, mais pourquoi eux? Pourquoi moi, hein? J'étais distraite. Bon, après, je l'ai compris en partie, mais il n'y a pas que ça. Je me dis, tiens, si on s'intéressait un peu au développement de l'enfant, c'est intéressant de se dire que voilà, il y a des enfants qui marchent à quatre pattes, bébés, et d'autres pas, qui se déplacent assis. Tiens, c'est bizarre, effectivement, pourquoi mon patient, ben, il marche comme ça, et il est très agité. Tiens, c'est bizarre, c'est bizarre. Et là, ben, j'ai eu la chance de rencontrer Paul Landon, qui est un pédagogue exceptionnel, et donc qui m'a initiée à l'intégration motrice primordiale. En fait, l'idée, c'est assez simple. Quand le bébé naît, en fait, ben, il a assez peu de possibilités d'action sur le monde. Voilà. Il est d'ailleurs très myope. L'audition, là, ça marche pas mal. La motricité, c'est un peu nul. Ça va être compliqué, en fait, de commencer à découvrir le monde. Et donc, c'est pas mal fait. La nature se débrouille pour que ça le fasse. Et donc, la nature va les déclencher tout un tas de réflexes. Donc, des réflexes, ce sont des mouvements qui sont complètement involontaires. Le plus connu, par exemple, c'est le réflexe d'agrippement. Vous mettez votre main dans celle du bébé, enfin, votre doigt dans la main du bébé, et donc, hop, ça se ferme comme une plante carnivore. Super utile à ce moment-là pour le bébé, parce que grâce à ça, il va pouvoir prendre des objets et commencer à amener à la bouche, grand lieu de toutes les découvertes, super important la bouche. Maintenant, ben voilà, ok, on observe ça, c'est très mignon, mais après, tout le monde s'en fout en fait de ce réflexe. Ouais, c'est vrai, on vérifie à la maternité, hein, on amène le bébé, on le met debout, marche automatique, super, réflexe de Babinski au pied, c'est présent, c'est super, l'enfant est en bonne santé au niveau neurologique et c'est le cas. Mais après, le pédiatre, il s'inquiète plus de tout ça. Eh bien, c'est une grosse erreur. Parce que normalement, ben, tous ces réflexes-là doivent ensuite laisser la place à des mouvements contrôlés, en fait. Imaginez un enfant qui est en première primaire, qui va commencer à apprendre à écrire. Imaginez qu'il ait conservé ce réflexe d'agrippement. Eh bien, franchement, j'ai envie de lui dire bonne chance. C'est vraiment ce même enfant qui va avoir tendance à s'agripper, en fait, à son instrument, qui va casser la pointe, qui va écrire un peu comme ça. C'est un qui va avoir mal, il va vous le dire, au poignet. Et donc, évidemment, si personne ne va vérifier, tiens, est-ce que ce problème de graphisme ne serait pas en lien avec ce réflexe qui est là? Eh bien, cet enfant, il va finir où? On le donne en 1000, chez les graphomotriciens, chez les neuropsies, d'accord? Chez toute personne qui se dit, mais il faut aider cet enfant. Donc, ça part évidemment de bons sentiments, mais cet enfant va passer ce mercredi après-midi à essayer de travailler la souplesse du poignet. Donc, on va le faire, hein, pas de problème. OK. Et dès qu'il reprend son instrument, tout redevient comme avant, évidemment. Donc, évidemment, il y a des solutions très simples pour endormir en fait ce réflexe, parce qu'il ne disparaît pas, on le garde sous le coude, hein, au cas où on en ait besoin. C'est intéressant pour notre survie quand même, ce réflexe d'agrippement, hein, au cas où on fera un peu d'escalade ensemble, Georges, et que je suis très adroite et sportive, bien sûr. Je prends mal, enfin, je m'accroche mal. Et là, évidemment, heureusement que j'ai ce réflexe qui va venir un peu me sauver la vie. Donc, voilà, il faut un peu qu'on le laisse là dans la poche, on ne sait jamais. Donc, tout ça pour vous dire que tous ces réflexes-là peuvent venir parasiter les apprentissages.
Et si vous voulez vous former, ben, je vous conseille évidemment d'aller sur reflex.org, donc le site de Paul Landon, qui a formé des gens belges. Donc on a Nick Winken aussi, hein, qui est très 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 chouette en Belgique. Mais il y a Daphné Discard aussi qui fait ça super bien près de Mons. Donc voilà, trouver ces gens, ce sont des formations à la portée de tous, même des enseignants de maternelle. Voilà, moi je donne des formations pour des organismes officiels, pour des enseignants. Et donc je donne des formations aux instituts maternels pour voilà, retravailler au niveau de ces réflexes par le jeu. C'est tout à fait possible. Donc allez le faire, c'est à la portée de n'importe qui. Ensuite, ben, voilà, je reprends ma pyramide. On a le niveau 1, et là, c'est là qu'entrent en action les ostéopathes, les posturologues, les microkinés, tous ces gens qui vont aller retravailler au niveau de la base, au niveau de tout ce qui est information sensorielle, au niveau proprioceptif et vestibulaire. Évidemment, je n'ai pas mis le niveau 0, on se doute que la bonne santé générale, évidemment, c'est quand même essentiel. Voilà, donc posez-vous la question. J'apprends mon exemple de tantôt. Je travaille avec un patient dont la langue est basse. L'orthodontiste me l'envoie parce qu'il va mettre un appareil dentaire. Vous essayez de travailler, vous voyez que bon, ça galère un peu. Ben, posez-vous la question, tiens, est-ce que je travaille assez en profondeur? Est-ce qu'avant, il n'y a pas d'autres étapes en fait par lesquelles il faut passer? C'est pour ça que je dis vraiment notre travail, Georges, moi je le vois vraiment comme installer un terreau. Ça ne veut pas dire que du coup on n'a plus besoin des autres, c'est pas vrai. Sinon on travaille au niveau 1, peut-être un peu au niveau 2. Eh bien on laisse la possibilité aux logopèdes, aux neuropsy, aux ergothérapeutes, psychomotriciens et autres d'avoir un travail efficace, beaucoup plus rapide et qui tient dans le temps. On n'apprend pas aux patients seulement à compenser, on essaie de résoudre le problème. D'accord? Alors, en fait, le truc, c'est que ce syndrome de déficience posturale, ce qui disparaît, en fait, Georges. Non, pas vraiment. En fait, voilà, c'est là qu'on ne fait pas de magie. Il reste là, mais il est endormi. Donc, je donne mon cas personnel. Tout allait très, très bien jusqu'à mon accouchement, évidemment. Quelques semaines après mon accouchement, alors que je m'étais bien restabilisée, eh bien, j'ai réappelé Georges au secours en disant, là, je sens que ça ne va plus, j'ai tous les signes qui reviennent, est-ce que tu peux m'aider? Et donc là, évidemment, on a fait un petit refresh, ça a duré beaucoup, beaucoup moins longtemps que la précédente fois. Mais maintenant, voilà, ça s'est rééquilibré. C'est juste que moi, je dois être attentive. Voilà, un accouchement, c'est quand même un petit peu violent, c'est... Hein, voilà, c'est un bel accouchement. Mais tu y étais, Georges, quand même. Il y a un peu d'ambiance, voilà. Ça perturbe complètement mes repères dans mon propre corps, mon système proprioceptif. Avant, il y avait un bébé, maintenant, il n'y en a plus. Mon centre de gravité change. Tout ça change très vite. Et donc, voilà, ça a été compliqué de réharmoniser tout ça par moi-même, puisqu'il y avait ce syndrome de déficience posturale qui était là. Et donc, du coup, il n'y a pas de souci. J'avais mon collègue pour faire un petit refresh. Et voilà, l'histoire se termine évidemment bien. Mais je sais que si dans ma vie, j'ai un accident, je dois me faire opérer, voilà, dès que j'ai quelque chose qui va aller perturber tout ce système, eh bien, je devrais être attentive parce que ça pourrait redéconner, en fait. Et c'est pour ça que je suis d'accord, un trouble d'apprentissage, finalement, on le garde toute la vie. C'est juste qu'avec la posturologie, on peut endormir, en fait, les signes. Et donc, on peut très bien vivre avec, en fait. Alors, j'avais mis plein d'informations à propos des réflexes archaïques. Je vois que l'heure tourne. Je voudrais du coup vous inviter à aller donc sur le site reflex.org à propos des réflexes, mais également sur mon site internet. En fait, c'est un site de documentation. J'ai écrit un article sur que sont les réflexes archaïques, en fait. Voilà. Et donc je vois ici qu'on partage des coordonnées pour se former au réflexe, ce qui est évidemment passionnant. Alors, Georges, c'est vrai qu'on parle bien quand même. Ça fait sérieux tout ça. Voilà. Mais est-ce que ça marche en fait? Oui, ça aide les enfants, oui. Ça les Ben, stabilise. évidemment, voilà, il y en a qui cherchent ça. Donc, évidemment, je vais parler de Patrick Kersia. C'est quand même un gars sérieux qui est chargé de cours dans une université, évidemment. Donc, il y a toute une cellule de recherche, l'unité STAPS, qui cherche. Et pas depuis hier, depuis quand même pas mal d'années.
Et oui, ça fonctionne. Et là, Georges, moi, j'étais super contente, je ne te l'ai pas dit tout à l'heure, mais l'INSERM a enfin reconnu les travaux de Patrick Kersiage, donc c'est juste 30 ans plus tard, hein, donc c'est pas grave, tout va bien. L'INSERM a reconnu ici que tout ça était très intéressant, effectivement, que scientifiquement, ça fait clairement la route. Et que donc, voilà, la prise en charge proprioceptive dans la dyslexie, par exemple, mais dans, en gros, tous les troubles d'apprentissage, eh bien, il fallait vraiment lire et se renseigner parce que c'est tout à fait étayé scientifiquement. Donc, je vous encourage évidemment aussi à aller faire le DU PATA, donc celui dont j'ai parlé en début d'intervention, ça va vraiment vous passionner. Alors, évidemment, il y a d'autres formations qui ont été menées. J'ai eu l'occasion d'en mener moi-même, en fait, avec ma collègue Annabelle Clerks. J'ai testé ça sur la dyspraxie et j'ai des résultats qui m'ont étonnée moi-même, en fait. Donc voilà, je vous invite à aller lire notre mémoire, parce que c'était le mémoire pour le DU. Vous le trouvez sur Wikidis. Vous tapez Wikidis Anne-Charlotte de Clercq et Annabelle Clerks. Et donc, vous tombez sur notre mémoire. Et là, vous avez toute la recherche qu'on a menée. On est évidemment ravis parce que c'est une recherche sur seulement 1 an. Et donc, il met en évidence que les patients, ils ont progressé. Donc, j'ai pris des études complètement objectives au niveau de mon bilan neuropsychologique. Et donc, après 1 an, la majorité des épreuves, tout ça s'est normalisé. Donc, j'avais pris la figure de Rey, j'avais pris la différence entre code et symbole, en fait, dans la WISC. Et voilà, je regrette évidemment de ne pas avoir pris une épreuve type BHK, un test de graphomotricité. Je ne l'ai pas fait. J'ai fait ça d'un point de vue seulement qualitatif et ça, c'est une erreur, mais c'était un mémoire. Depuis, je me suis améliorée pour tout ce qui est recherche. Et donc, voilà, on lit en fait dans mon mémoire qu'on était sur le graphisme un peu déçu, ça avait bien progressé, mais ça ne s'était pas normalisé. Et en fait, 6 mois plus tard, ça a été le cas pour nos patients. Et donc, évidemment, moi, je suis comme très enthousiaste. La seule chose que je ne sais pas prédire, c'est la rapidité avec laquelle ça fonctionne. Il y a des patients, c'est très rapide, et d'autres, c'est lent, il faut bien toute l'année. Ce qui veut simplement dire une chose, c'est que la mise en place des adaptations scolaires, ça reste absolument essentiel. Ça fait vraiment un filet de sécurité énorme pour les patients. Ça nous laisse le temps d'agir, de mettre et on met en place des choses et du coup le risque de se tromper est moins évident. Alors, on est en train de s'intéresser à l'autisme, hein, Georges. On voit beaucoup de patients de Jeanne, de la sœur de Jeanne, Abraham, Louise, qui est logopède, et donc qui nous confie des patients qui présentent un autisme. Et donc, apparemment, ça a l'air intéressant. Enfin, voilà, les patients ont l'air de diminuer leurs petits problèmes de comportement. Petits, ça dépend de quoi on parle, mais en tout cas, c'est pas mal. En tout cas, elle, ça l'aide au niveau du langage oral et tout ce qui est le fait de baver et de choses comme ça. Donc, voilà, on cherche. On cherche. Alors, donc, ici, Georges, écoute, qu'est-ce que tu conclurais à propos de notre présentation sur la posturologie? Alors, première chose, le cerveau en règle générale est suffisamment malléable et dès que c'est un petit déséquilibre, il doit pouvoir le compenser et on s'adapte. Le seul problème, c'est quand ce sont les capteurs qui se dérèglent et par conséquent, les informations vont être mal intégrées. Et résultat, c'est qu'au niveau des effecteurs, donc globalement au niveau des muscles, ils vont se fatiguer et des douleurs vont commencer à apparaître. C'est pour ça que finalement, les patients qui arrivent au cabinet se plaignent d'un tout un tas de maux. La posturologie, finalement, est une science de la stabilisation qui va donc permettre d'étudier et de traiter donc, toutes les mauvaises positions du corps et qui sont évidemment responsables de problèmes chroniques. Bien entendu, en tant que podologue, posturologue, je ne travaille quasiment jamais sur du frais. Moi, ce qui m'intéresse, sur des phases aiguës, moi, ce qui m'intéresse, c'est quand les pathologies se sont installées ou qu'elles deviennent chroniques. Et pour moi, installées, c'est déjà plus d'1 mois. Évidemment, l'objectif va être de rééquilibrer le corps pour qu'il puisse fonctionner correctement et qu'il puisse s'adapter le mieux possible. En fait, voilà, l'idée ici, c'est pour ça que j'ai voulu inviter Georges en fait à cette conférence. C'était pour vous montrer que vraiment, on avait vraiment intérêt à travailler en équipe. C'était même essentiel, ça, c'est vrai d'une façon générale. Donc concrètement, moi en tant que neuropsychologue, évidemment, je suis formée en posturologie et donc mon rôle, c'est ça, c'est de dire est-ce qu'il y a un lien entre les troubles d'apprentissage de mon patient
et effectivement des problèmes proprioceptifs. Et donc, pour ça, je peux réaliser un bilan postural de base. Voilà comment ça se passe. Je fais aussi un peu de thérapie manuelle en posture neurosensorielle. Donc là, je vous conseille l'école Connaissance et Évolution de Philippe Villeneuve qui propose des choses quand même très complètes. Et puis, je peux travailler un petit peu au niveau des réflexes. Et évidemment, si je me rends compte que ça résiste, parce que là, j'avais une question, tiens, est-ce qu'on peut travailler au niveau du pied sans les semelles? Ben, ça peut arriver. Mais j'avoue, quand il y a des troubles d'apprentissage, c'est quand même assez rare. Et pourtant, quand on travaille en thérapie manuelle, Dieu sait qu'on adore régler seul. Mais bon, parfois c'est compliqué. Et donc, évidemment, je travaille avec Georges, mais pas seulement, avec d'autres collègues. Posturopodistes, on place des semelles, éventuellement des microstimulations si c'est nécessaire, éventuellement des prismes si ça l'est. Donc, on a tout un réseau comme ça de gens sur lesquels on peut compter. Évidemment, les patients, une fois qu'ils sont équipés, entre guillemets, me reviennent. Et moi, je peux vérifier si la mayonnaise prend, si le cerveau il commence à apprendre par rapport aux propositions qu'on lui fait. Et évidemment, je mets en place des adaptations scolaires qui sont essentielles. J'informe les enseignants. Voilà. Et ça mon métier n'a pas changé. Et ça doit être la même chose pour des logopèdes, des ergots, voilà, qui pourraient faire le même travail que moi. Alors, au sujet des formations. Donc, évidemment, je lisais là, quelle est la priorité? Eh bien, j'ai envie de dire, ça dépend un petit peu de ce que vous souhaitez. Il y a des gens qui se disent, ben, voilà, chacun son métier, moi je préfère rester là où je suis. Eh bien, c'est très bien. Du coup, vous avez eu de l'information, vous savez que ça existe. Et c'est déjà énorme, en fait, de savoir que ça existe, de pouvoir peut-être, avec son patient, remplir le questionnaire là, du syndrome de déficience posturale de Patrick Kersia. C'est déjà pas mal, et peut-être de renvoyer vers quelqu'un qui est formé. Mais si vous voulez aller plus loin, eh bien, les réflexes archaïques, c'est peut-être pas mal pour débuter parce que c'est facile à apprendre, évidemment. C'est un peu trivial. Oui, alors, Oui. il y a quand même deux types de formations. Il y Mhm. a évidemment la formation de Paul Landon, qui est pour moi accessible à tout le monde, puisque c'est une méthode qui est ludique, en fait. Mhm. C'est fait à base d'exercices, de remodelage, donc globalement, il n'y a pas de prérequis pour faire la formation. Mhm. En revanche, on peut également réintégrer les réflexes via les semelles. Mhm. Et ça, c'est Yannick Repeko qui l'a mis en place. Et là, évidemment, le prérequis, c'est d'être podologue à la base, puisqu'il faut savoir faire des semelles. Donc voilà, mais globalement, avec la formation de Paul Landon, c'est accessible à tout le monde, mais sachez que les réflexes peuvent être également intégrés via les semelles par l'intermédiaire du pied. Et ça, c'est génial, hein, Georges. Parce que c'est vrai qu'un des motifs, enfin, une des causes d'échec, en fait, de la prise en charge au niveau des réflexes, c'est un patient qui n'est pas compliant. C'est des parents qui ne font pas les exercices avec leur enfant. Et il y en a beaucoup. Hein. Au départ, ça m'énervait beaucoup. Parce que je me dis, mais enfin, la solution est simple. Il s'agit de peut-être 5 à 10 minutes de travail par jour. C'est quand même pas énorme. Bon, maintenant que j'ai 2 enfants en bas âge, j'en reviens. Parfois, juste le temps de brosser les dents, là, les 3 minutes, ça se finit en 2 parce que c'est plus possible. À un moment, le soir, il faut activer. Et donc là, ben, sachez, si vous êtes dans le cas, hein, vous travaillez au niveau des réflexes déjà, et vous galérez avec vos patients, eh bien, vous pouvez collaborer avec Georges, évidemment, pour voilà, proposer des semelles qui vont en même temps travailler au niveau des réflexes archaïques. Du coup, voilà, ça sera tout seul sans effort, quoique il y a encore des gens qui ne portent pas leur semelle. Hein, genre, voilà. Mais bon, là, on ne peut pas faire mieux. Alors, concernant, donc je reviens à l'idée de la formation, donc les réflexes, mais il y a aussi évidemment aller faire le DU-PATA. Il y a aussi autre chose. Moi, je donne des formations en fait pour les professionnels, les thérapeutes, vraiment sur ce sujet. Donc vraiment proprioception et troubles d'apprentissage. C'est une formation que je donne en 3 jours. Et je fais venir un collègue posturopodiste voilà, comme intervenant. Et donc, on apprend à faire un bilan postural. Je donne plus d'informations au niveau scientifique, effectivement, sur le lien, évidemment, entre les deux. Et à la fin de ces 3 jours de formation, ben, vous connaissez l'intégration des réflexes archaïques que je retrouve le plus souvent. Donc, voilà, j'en vois 6 ou 8. Et puis, évidemment, vous êtes capable de faire un bilan postural complet et de rediriger vers le posturopodiste, le dentiste posturologue ou l'ophtalmo-posturologue. Voilà. Donc, je donne ces formations à Naline, près de Charleroi, mais aussi dans le nord de la France, à Eppe-Sauvage, sur le site du Val-Joli. Donc, vous retrouvez toutes ces informations-là sur mon site internet. Concernant Georges, évidemment, je vois que tu as une question. Où est-ce que tu travailles, Georges? Je travaille à de nombreux endroits.
globalement, alors uniquement en Belgique, Liège, Stavelot, Anèche, donc ça c'est près d'Anu, et puis à Audin-Emery, donc ça c'est près de la Louvière. Donc voilà les endroits. Voilà, et puis la liste des praticiens, ben oui, hein, les posturopodistes ont un site, hein, Oui. posturologie, posturopodie.be, où là vous avez encore de la documentation scientifique là-dessus et aussi la liste des praticiens. Est-ce que c'est mis à jour? Je l'espère. Bien sûr, Georges. Presque. Voilà, sur le site aussi de Connaissance Évolution, donc cette école dirigée par Philippe Villeneuve pardon, et son épouse, et bien là, vous avez aussi une liste, mais voilà, je ne sais pas si c'est toujours à jour. Attention, il y a beaucoup de gens aussi qui font l'amalgame, qui disent posturologue, c'est d'office posturopodiste, donc un posturologue mais d'office des semelles, ben, c'est pas vrai, parce que je me considère comme posturologue, mais entre guillemets généraliste. Donc je suis là pour voilà, faire le bilan général, faire un peu de thérapie manuelle, et puis après je peux rediriger vers mes collègues qui sont spécialisés dans l'un des capteurs. Mais tout posturologue, Georges, évidemment qui l'est, va regarder donc ici pas seulement les pieds, mais évidemment des pieds à la tête. C'est-à-dire qu'en médecine, je peux considérer qu'il y a deux courants. Et la médecine plutôt traditionnelle d'un côté, avec tout ce qui est aigu, avec voilà, le fait qu'on s'intéresse aux symptômes. Et donc là, ben voilà, c'est le cas typique. Il y a une angine bactérienne. Bon, ben là, effectivement, voilà, il faut à pas prendre un antibiotique, ça va être compliqué de faire autre chose. Et donc, en médecine traditionnelle, on a tendance à découper le corps par petits bouts, en fait, et chacun regarde son petit bout de corps. Ce qui a tout son sens. Quand on travaille dans l'aigu, bien sûr, c'est pas du tout une critique. Nous, on fait plutôt partie du courant de la médecine fonctionnelle. Nous, on considère que voilà, on regarde ce petit bout de corps dans son ensemble. Ce qui nous intéresse, c'est justement, est-ce que l'ensemble du corps, est-ce que tout travaille bien en harmonie, en fait. Et si tout est bien harmonieux, normalement, il ne doit pas y avoir de conséquences négatives, il ne doit pas y avoir de symptômes, évidemment. Donc, on va chercher plutôt quelle est la cause de la cause, 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 jusqu'à la trouver. Et puis, effectivement, chercher à solutionner. Mais le corps humain est un terme très complexe. Eh bien, voilà, on est obligé de travailler tous ensemble, de réévaluer régulièrement pour voir si ce qu'on fait a du sens. Alors, mon site internet, c'est neuropsy-declercq.be. Mais de nouveau, vous tapez dans Google Anne-Charlotte Declercq et vous tombez sur mon site qui est tout rose. Et c'est le mien. J'en suis fière. Sinon, évidemment, vous avez ma page pro Facebook où je communique aussi des informations, à la fois des articles que je trouve chouettes. Mais voilà aussi les formations que je donne. Vous nous retrouvez aussi sur la chaîne YouTube, en fait. Donc, je vais poster évidemment cette vidéo normalement sur la chaîne YouTube. Il y en a déjà d'autres qui sont là, notamment sur la dyspraxie, la confiance en soi, l'apprentissage du clavier chez les enfants 10. Donc, entre parenthèses, n'hésitez pas. Si vous avez des suggestions de webinaires, évidemment, je prends. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup, Georges. Juste pour la liste. Oui, ah oui, en France, pardon. Oui, en France. Je pense que c'est sur le site de Connaissance et Évolution. Là, il y a un listing. Alors, je ne sais pas s'il est à jour, mais là, on peut retrouver les différents posturologues. Et en règle générale, des podologues posturologues. Voilà. Donc voilà. Merci beaucoup en tout cas, Georges. Oui, merci à toi également. Mais voilà, voilà, moi j'aurais voulu encore en parler des heures, évidemment. J'ai dû passer certaines dias, mais on avait promis 1 heure. Vous êtes sur votre temps de midi, donc on essaie de respecter aussi ça. Si vous avez vraiment des questions, j'essaie évidemment d'y répondre, même après. Et comme je l'ai dit en début de webinaire, ne vous inquiétez pas, vous allez recevoir là dans 5 minutes un nouveau mail avec le lien vers le replay. Eh bien, à très bientôt. Merci, bonne journée. Merci, au revoir. Avec plaisir, Sigrid, à bientôt. Et là, il ne veut plus arrêter. Tu vois, on a eu un problème de connexion juste après. Ben, bravo, Georges. Quel bordel. Entre